L'échiquier international, soyez les bienvenus. Rafah, bombardé intensément la nuit dernière. Rafah où se réfugiaient plus de 1,7 million de Palestiniens. Vous l'aurez compris, l'entité sioniste ignore la résolution de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat. On le voit, Netanyahou s'entête. L'entité sioniste ne s'isole pas seulement, mais elle se met carrément à la marge du droit international, voire au-delà. Son rôle est désormais connu, hors limite. C'est devenu un État paria, voyou même, selon les mots de Noam Chomsky, le célèbre intellectuel. Pourtant, Netanyahou évoque toujours l'opération militaire terrestre contre Rafah. L'occupation sioniste imprégnée de mythes extrémistes et criminels continue donc sa campagne de massacre de civils. Francesca Albanese, rapporteuse de l'ONU pour les territoires palestiniens, parle d'anatomie de génocide. En attendant, les secours sont largués. Le passage de Rafah est toujours obstrué en bloquant des centaines de camions d'aide. On le rappelle, le bilan officiel à Gaza est de 32 000 morts, dont 14 000 enfants. On en parle avec notre invité du jour et c'est tout de suite. Et justement, pour faire le point à Gaza, au 173e jour d'agression sioniste, et surtout on va parler de la situation humanitaire qui est dramatique, je reçois avec plaisir Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières. Ronnie Broman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Francesca Albanese, je le disais, rapporteuse de l'ONU dans une allocution aujourd'hui, parle, concernant de Gaza, de la situation humanitaire catastrophique. Elle parle de ce dont l'humanité a de pire concernant la campagne de bombardement. Et elle conclut par une situation qui se prête à une anatomie d'un génocide. Alors vous, en tant que médecin humanitaire, quel est votre commentaire ? Je pense que... Est-ce que le terme de génocide n'est pas trop... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, en tant que médecin humanitaire, en tant qu'observateur, qu'est-ce que cela vous invoque? Disons, c'est plutôt en tant qu'observateur et en tant que, disons, non pas tellement d'un point de vue médical, que le génocide suppose des assassinats qui sont contraires à la possibilité de la continuation de la vie, des assassinats de groupes, et aussi, attention, d'éliminer en tout une population donnée. Donc ça, le médecin, l'observateur, la personne engagée. Que la Cour internationale de justice n'a pas explicitement parlé de génocide pour, mais possibilité de génocide, du caractère plausible de ce crime majeur, à la fois de la violence et l'obstruction que l'on constate également dans l'aide alimentaire, de la privation de nourriture, du blocus de la faim organisé par les autorités israéliennes, et en plus d'un certain nombre de commentaires pris dans la rue, où on pourrait sélectionner mais des députés, des ministres, des représentants politiques qui, pour nombre d'entre eux, ont déclaré que la population palestinienne devait disparaître, qu'il n'y avait pas d'innocents, que tout le monde était complice, que détruire le Hamas, ça voulait dire détruire également ses complices, bref, que l'intention d'éliminer la population palestinienne, soit par la violence, soit par l'expulsion, était vraiment à l'ordre du jour. Dans ces conditions, le caractère plausible de ce génocide et, disons, d'un génocide s'affirme de plus en plus. Et par ailleurs, la Cour internationale de justice avait exigé d'Israël que chaque mois, un rapport sur les conditions propices à empêcher la commission soit fourni, et puis pas, loin de là, au contraire. Le continue à l'international. Et comme vous l'avez rappelé, les bons se poursuivent. Dans de telles conditions, oui, que la
États-Unis pour les territoires palestiniens. Alors, on va revenir à Ronnie Borman. Non, je crois que visiblement on a un problème de son. On revient tout de suite. Mais en tout cas, Netanyahou légitime ces massacres par la libération des prisonniers et surtout, il veut en finir avec la résistance palestinienne en bloquant notamment d'une autre manière le passage frontalier de Rafah. Donc on le voit, hein, Netanyahou utilise l'arme de la faim. Donc on est au-delà d'une simple opération humanitaire, surtout qu'il s'agit de beaucoup d'enfants. 14 000 enfants ont été massacrés depuis le 7 octobre, sans parler des civils. La problématique, c'est que, on l'expliquait hier, hein, c'est que même si Netanyahou ne respecte pas les décisions de l'ONU en continuant sa campagne de massacre, le Conseil de sécurité a très peu de moyens pour faire imposer la décision donc de l'hémicycle de New York, puisqu'il faut passer, si on décide de mettre des sanctions, il faut passer par une autre votation pour... voilà, on reprend contact avec Ronnie Borman. Donc je disais que la décision de l'ONU, si elle n'était pas respectée par Netanyahou, il faudrait passer par un autre vote pour décider des sanctions. Alors, Ronnie Borman, je le disais, hein, Netanyahou légitime ces massacres par la libération des prisonniers sionistes et surtout, il le dit, hein, je veux en finir avec le Hamas une bonne fois pour toutes, sauf que le passage frontalier de Rafah est toujours bouclé avec des centaines de camions qui attendent. Donc on le voit, hein, ce n'est pas qu'une simple opération militaire comme il le dit lui-même, hein, il utilise aussi clairement l'arme de la faim. Donc c'est pour ça qu'au début je vous posais la question, en tant que médecin humanitaire, vous savez que vous devez conclure qu'il y a une volonté d'affamer la population. Donc c'est par rapport à ça aussi que je vous posais la question, pas simplement en tant que médecin. Oui, alors je ne sais pas ce que vous avez entendu de ma réponse, mais pour la dire très Non, j'ai entendu. rapidement et simplement, j'approuve la remarque, le commentaire fait par la rapporteuse des Nations Unies pour les territoires palestiniens. Tous les éléments sont réunis pour confirmer le caractère plausible des génocides. Et en effet, le blocage par les Israéliens de l'entrée de l'aide à Rafah contribue en effet à cela. Et l'utilisation de la faim pour tenter de réduire, comment dire, d'affaiblir toute possibilité de résistance dans la bande de Gaza ne fait que rajouter à cela. Alors, une résolution claire hein, qui a été adoptée donc cette semaine par le Conseil de sécurité, qui impose un cessez-le-feu immédiat. On stipule également que les États membres de la Convention doivent prendre des mesures pour stopper le massacre. Pourtant, Netanyahou continue hein, sa campagne de bombardement, enfin, on dira massacre, bombardement, destruction, comme vous voulez. Thomas Friedman, l'éditorialiste du New York Times, parle de l'entité sioniste comme un État paria et surtout dit que Netanyahou est le pire leader de l'histoire juive. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense que c'est un constat factuel. Netanyahou est un voyou, un menteur, prêt à se vendre à n'importe qui, y compris aux pires extrémistes pour rester au pouvoir. Lui-même est d'ailleurs un radical, hein, il vient de la droite très dure israélienne et il est là avec l'extrême droite la plus radicale qu'on puisse imaginer. Donc oui, en effet, Thomas Friedman a raison, mais là où il faut retenir un petit peu sa critique, ou plus exactement l'élargir, c'est en constatant que, à l'exception d'Yitzhak Rabin en 1992-1994, c'est-à-dire au début des négociations et du traité d'Oslo, tous les premiers ministres ultérieurs, et ceux avant lui également d'ailleurs, étaient de farouches partisans de la colonisation, de la conquête des territoires palestiniens, de leur occupation, de l'expulsion aussi large que possible des Palestiniens. Donc de ce point de vue-là, Netanyahou s'inscrit dans une continuité et non pas dans une rupture. Certes, une continuité qui est assurée, qui se confirme dans des actes plus extrêmes, plus violents, plus amples que ses prédécesseurs, mais tout de même dans une continuité. Mais c'est vrai, hein, ça s'inscrit dans une espèce d'une politique coloniale, mais peut-être que la grosse nuance avec Netanyahou, c'est que
personne n'arrive à le canaliser, pas même l'administration de Washington, même son propre cercle, certains généraux, certains même des anciens membres du Mossad le critiquent ouvertement en disant qu'à un moment donné, il faut faire de la politique et arrêter de bombarder comme ça à tout va. Netanyahou, lui, même par rapport à la décision de l'ONU, il exprime qu'il ne la respectera pas. Donc c'est un peu, après moi, le déluge. C'est peut-être ça la différence avec ses prédécesseurs. Peut-être, en effet, il est vrai que de ce point de vue-là, sa radicalité a quelque chose de fou, de carrément délirant. Mais je pense que c'est aussi l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis d'Israël qui soutient cette attitude. Parce qu'au fond, dans tous ces actes, l'armée israélienne, notamment à Gaza, a déjà tué des milliers de Palestiniens, a déjà mutilé des milliers d'entre eux. Le blocus, l'embargo, le blocage de la bande de Gaza, ça ne date pas du 7 octobre, c'est bien antérieur, ça date de 2006 et même on peut remonter à un confinement qui date, lui, des accords d'Oslo. Donc la politique israélienne vis-à-vis des territoires palestiniens et du peuple palestinien, elle est tout de même dans une continuité qui se radicalise, certes, mais dans une continuité. Et malgré cela, la communauté internationale a toujours continué à, en quelque sorte, récompenser Israël, en accordant à Israël le titre enviable de seule démocratie du Proche-Orient, en ouvrant à l'économie israélienne l'économie européenne et en lui conférant pratiquement un statut de membre de l'Union européenne par les facilités d'exportation qui lui sont accordées vers le territoire de l'Union européenne, les armes qui lui sont fournies de façon continue. Il y a un véritable pont aérien entre les États-Unis et Israël, mais aussi entre l'Europe à un beaucoup moindre degré. Enfin, l'Allemagne, la Hollande et un peu la France également ont leur part dans les fournitures d'armes. Donc finalement, Israël a toujours été récompensé pour ses exactions. Donc on comprend qu'il y a une certaine logique, il y a une certaine rationalité, même dans cette folie que personnellement je qualifie de suicidaire, mais qui, d'une certaine manière, s'appuie sur le soutien que la communauté internationale, enfin surtout les pays occidentaux, disons, lui ont accordé, en tout cas n'ont jamais ménagé leur soutien. Donc il y a une certaine cohérence dans la politique de Netanyahou. Je veux dire par là que tant qu'il n'y aura pas de sanctions, c'est-à-dire par exemple de suspension de l'accord d'association qui relie Israël à l'Union européenne, tant qu'il n'y aura pas d'embargo sur les armes, au moins sur les armes offensives, comme on dit, accorder à Israël des armes défensives, tout le monde a le droit de se défendre, mais se défendre en tuant par milliers des femmes et des enfants, ça n'est pas se défendre, ça signifie agresser. Eh bien, ces armes de l'agression israélienne, elles doivent être arrêtées. Enfin, le flux qui permet la continuation doit être stoppé. Tant que cela ne sera pas fait, Israël se sentira soutenu et donc continuera de le faire, surtout avec un Premier ministre comme Netanyahou. Ronnie Broman, une certaine époque, il y a Hannah Arendt qui avait travaillé sur les racines, les origines du totalitarisme en disant que si on arrive à un système totalitaire, c'est parce qu'il y a la caste ou la classe de l'élite qui s'est affaissée, qui s'est effondrée. C'est ce qui permet à un courant extrémiste ou radical d'exister. Où sont les Israéliens pacifistes? Où sont ces gens qui scandaient avec Yitzhak Rabin Shalom dans les années 90, enfin à la veille des accords d'Oslo? Où sont passés tous ces militants? Écoutez, moi, je ne suis pas en Israël et je n'ai pas l'occasion de pouvoir les distinguer, les voir. Ce que l'on peut comprendre, au vu de la presse israélienne, au vu des réactions qu'on entend par là-bas, c'est qu'ils sont peu nombreux. Il règne en ce moment une atmosphère extrêmement virulente, extrêmement violente en Israël. Les atrocités commises le 7 octobre ne sont évidemment pas étrangères à cela. C'était prévisible. Malheureusement, le camp de la paix semble considérer que le 7 octobre n'est pas simplement un épisode particulièrement tragique, mais un épisode d'une longue guerre, mais en quelque sorte une rupture ou quelque chose de nouveau
qui s'est annoncé. Et donc, il y a une sorte de réflexe défensif, un réflexe unanimiste en Israël, et une grande majorité des Israéliens, pas tous, et c'est là que résident tout de même quelques lueurs, quelques espoirs de changement, mais malheureusement, une grande partie des Israéliens, même si elle rejette Netanyahou de toutes leurs forces, de toutes ses forces, est favorable à la conduite de la guerre et à ce que l'on appelle l'éradication du Hamas, le démantèlement des infrastructures terroristes, alors même que nombre de militaires et la quasi-totalité des observateurs s'accordent à dire que ce sont des objectifs tout à fait impossibles. On n'éradique pas une identité, des idées politiques, une sensibilité comme ça. On éradique éventuellement un groupe de terroristes, mais le Hamas ne se ramène pas à un groupe de terroristes, loin de là. On a parlé aussi du scénario du transfert de population. Le président Macron, le président français Emmanuel Macron prévient que tout transfert forcé constituera un crime de guerre. C'est bizarre parce que Macron n'a pas parlé des 173e jours passés de bombardement. Comment vous jugez-vous la position de la France à ce niveau-là? Écoutez, elle commence à s'infléchir, semble-t-il. C'est-à-dire les critiques l'emportent sur les éloges, le fait d'éviter les morts inutiles, de ne pas d'éviter toute stratégie, enfin de s'interdire toute stratégie d'expulsion, prend le pas aujourd'hui sur ce qu'on appelle le droit d'Israël à se défendre, droit par ailleurs très contestable dans les circonstances précises de la guerre de Gaza. Donc j'y vois une certaine inflexion. Mais enfin, quand on se rappelle le passé très récent du président Macron, qui appelait à une coalition internationale pour défaire le Hamas, qui considère que l'antisionisme n'est que la forme moderne, la forme contemporaine de l'antisémitisme, et d'autres bêtises comme cela, on peut s'interroger. Mais enfin, disons, pour essayer de voir un petit peu de lumière dans ce tunnel, dans cette obscurité asphyxiante, étouffante, considérons tout de même que les pays occidentaux commencent à ressentir Israël comme un fardeau. Ça n'est plus la tête de pont de la démocratie libérale occidentale au Proche-Orient, ça devient une source de troubles, de divisions, de violences, et donc un fardeau politique, diplomatique, que peut-être de plus en plus de gouvernements dont ils vont avoir envie de se débarrasser. Mais est-ce que Netanyahou aussi ne se sert pas d'une forme d'antisémitisme pour un peu, si vous voulez, couper certains juifs des communautés où elles résident, peut-être aussi qui se nourrit de cette haine, de cette forme de haine, de cette judéophobie. On a vu qu'il y a beaucoup de juifs aussi qui critiquent Netanyahou, mais lui, est-ce qu'il ne se sert pas aussi de cet, entre guillemets, antisémitisme pour apporter de l'eau à sa politique ? Oui, beaucoup de juifs critiquent Netanyahou et critiquent la guerre de Gaza aussi. Parce il faut faire la différence entre les Israéliens qui critiquent Netanyahou mais soutiennent la guerre de Gaza et les Israéliens et à l'extérieur des juifs qui ne se reconnaissent pas du tout dans la politique israélienne en général et donc dans cette guerre effroyable qui est conduite en ce moment. Mais je reviens à cette notion d'antisémitisme, vous avez raison de la mettre en avant parce que c'est, du point de vue des autorités israéliennes, une sorte d'arme fatale. Dès qu'on est embêté, dès qu'une critique devient un petit peu insistante ou gênante, eh bien on sort cette arme fatale, vous êtes antisémite. Aujourd'hui, c'est l'ONU dans son entièreté qui est accusée d'antisémitisme. Enfin là, on atteint un sommet, j'allais dire, de délire. Non, pas de délire, de mauvaise foi, de mensonge, d'insultes, qui est absolument insupportable. Et oui, en effet, Israël est en train de se transformer en un État paria, en un État voyou. Moi, je trouve que ça fait des années déjà qu'Israël en prend le chemin et qu'elle est sur le bord. Là, on n'est plus sur le chemin, on n'est plus sur le bord, on est au milieu. Israël est vraiment devenu un État paria. Alors, Ronnie Broman, dites-nous comment... Je sais que vous n'êtes pas analyste politique, enfin vous le faites un peu, mais à votre manière. Mais comment vous voyez les prochains jours? Est-ce que vous êtes inquiet, vous, pardonnez-moi, mais même vous en tant que juif, comment vous voyez? Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à la situation des juifs en Europe ou en Occident? Même eux commencent à s'inquiéter par rapport, en train de voir que Netanyahou est en train de porter une politique en leur nom, et ça peut poser problème, ça peut être dangereux aussi d'une certaine manière.
Oui, oui, je suis très inquiet. Si vous voulez. Je comprends par exemple un certain nombre de musulmans très inquiets des répercussions que des attentats terroristes peuvent avoir sur l'image de l'islam, sur l'image des populations, des sociétés musulmanes en général. Et on comprend qu'il y a là un problème. Eh bien, il y a un problème tout à fait parallèle dans les actes qu'on peut qualifier de terroristes que mène Israël dans la bande de Gaza, au nom pas seulement d'Israël, mais au nom des Juifs en général. Jérusalem est présentée comme la capitale éternelle et indivisible du peuple juif. Israël est considéré comme l'État du peuple juif. Donc on mobilise, on convoque en quelque sorte les Juifs pour venir au soutien de cette politique criminelle. Eh bien, il y a des esprits peut-être un peu faibles ou un peu distraits qui ne vont pas manquer de se saisir de ce rapprochement. Ah oui, les Juifs, ils sont là-bas, c'est eux qui tuent, ce sont des soldats israéliens qui tuent des Palestiniens, ce ne sont pas des Juifs en tant que tels, ou en tout cas pour un grand nombre de Juifs. Mais les amalgames vont être faits inévitablement et en quelque sorte, Netanyahou anoblit l'antisémitisme. Il lui donne en quelque sorte des lettres de créance. Il lui permet de s'exprimer sous la forme d'une lutte contre la barbarie. Être antisémite, c'est être anti-barbare, d'une certaine manière. C'est à cela qu'aboutit cette politique, et c'est absolument affreux. Les commentateurs dans les médias français, on le voit et on observe pas beaucoup de critiques à l'endroit de l'entité sioniste, pas beaucoup de critiques à l'endroit de Netanyahou. Comment vous l'expliquez? C'est presque le calme plat par rapport à ce qui se passe à Gaza. Oui, par rapport à l'énormité de ce qui se passe à Gaza, oui, en effet, il y a bien peu de choses. Enfin, on voit pas, on n'en lit pas, on n'en voit pas assez. Mais je ferai une différence qui me semble assez nette, en tout cas, le consommateur d'informations, le lecteur de journaux, l'auditeur de radio que je suis, fait une différence entre la presse audiovisuelle et la presse écrite. Lorsque vous consultez la presse écrite, moi, je lis Le Monde, Libération, Arrête, disons à peu près tous les jours. J'y vois des informations qui m'informent sur la situation, qui me donnent des éléments concrets d'appréciation de la situation et qui ne ménagent pas leurs critiques, ne serait-ce que par simplement le compte-rendu de ce qui se passe sur le terrain, les blocages de l'aide, la vie quotidienne effroyable des Palestiniens sous le joug, sous les assauts israéliens. Tout cela, on peut en prendre connaissance dans la presse écrite. Mais il est vrai que les chaînes info, par contre, elles, sont extrêmement complaisantes vis-à-vis d'Israël, même si on note qu'un certain nombre de commentateurs, notamment par exemple des experts militaires, commencent à tiquer un petit peu, commencent à prendre un petit peu de distance. Autant il y a jusque, disons, au mois de novembre-décembre, on pouvait entendre l'invocation rituelle du droit d'Israël à se défendre, droit qui, à mon avis, est invoqué dans des circonstances qui ne s'y prêtent pas, parce que Israël n'est pas attaqué par un pays étranger. Israël fait face à un soulèvement, fait face à des violences issues d'une population occupée. Donc, ça n'est pas du tout le droit à se défendre qui est invoqué. Mais enfin, en tout cas, c'était toujours le cas. Et aujourd'hui, il me semble que cette invocation diminue et que des doutes, des critiques encore certes timides, qui ne sont pas en rapport avec l'énormité de l'événement qui se produit, mais tout de même que tout cela commence à progresser. Donc je dirais qu'Israël a mangé, comme on dit, son pain blanc maintenant et que il est en train de devenir un paria, non seulement aux yeux du monde dans son ensemble, ce qui est déjà le cas naturellement, mais également aux yeux des opinions publiques et des commentateurs dans les pays européens. Vous avez parlé de mettre en place des campagnes de boycott, peut-être des sanctions économiques de la part des États européens. Mais selon vous, est-ce que la région a complètement changé de structure, d'architecture après ce qu'on a vu le 7 octobre, après la campagne de bombardement, après le passage de Netanyahou? Est-ce que, selon vous, on a définitivement tourné la page de cette histoire? Est-ce qu'on a fait un saut dans l'histoire? Mais je crois, même si il faut être prudent parce que c'est toujours après coup que l'on peut constater les grandes fractures, les moments décisifs. Mais il me semble qu'il y aura un avant et un après
cette guerre. Là, Israël a tombé le masque, montre à quel point il s'assoit, il piétine le droit international, les droits de l'homme, et ne pense que à sa sécurité avec à coups de canons, d'hélicoptères et de drones, que rien d'autre n'est présent dans son logiciel politique, si j'ose dire. Eh bien, l'échec désastreux, y compris aux yeux des Israéliens, de cette politique, il est patent. Non, il est clair, il est limpide. Alors, est-ce que ça va amener un changement de politique ensuite? Ça, c'est ce qui reste à voir. En tout cas, je pense qu'il y aura un avant et un après. Merci Ronnie Broman d'avoir été avec nous pour l'échiquier international du jour. Je rappelle, vous êtes l'ancien président de Médecins sans frontières. Merci pour vos analyses et vos explications. Je vous dis à bientôt. L'échiquier international arrive à sa fin. Tout de suite, la suite des programmes sur Al 24 News. En vous souhaitant une agréable soirée et en vous disant, ça rafle.